Professeur Timothy Caulfield affirme qu'il n'a jamais vu ce qu'il vient de voir en 30 ans de carrière. Alors, professeur Timothy Caulfield est enseignant à l'université d'Alberta et expert mondial en communication scientifique. Et il affirme que après avoir passé 30 années de carrière, il s'est rendu compte que notre environnement informationnel n'a jamais été aussi toxique. Et il tire justement la sonnette d'alarme en faisant savoir que nous sommes impactés, tout le monde est impacté, que ce soit des personnes qui ont un niveau d'éducation élevé ou pas, que ce soit des personnes qui exercent dans différents secteurs d'activité. Bref, tout le monde est exposé. Et il identifie justement les 10 menaces qui pèsent sur notre environnement informationnel, notamment en ce qui concerne la désinformation. On va essayer de voir ces 10 menaces que le professeur a identifiées et on va voir en quoi est-ce que cela constitue véritablement un danger pour notre système de santé, pour notre espace public, s'il faut le dire de façon plus générale. Bienvenue les amis, bienvenue si vous nous rejoignez pour la première fois sur notre chaîne YouTube. Moi c'est Russell Doussa, spécialiste en santé publique, et dans cette chaîne YouTube on partage avec vous du contenu lié à la santé publique. Les concepts de santé, on en parle. L'actualité sanitaire, on en parle. On parle également de tout ce qui concerne la recherche en santé, les politiques de santé. Ok, donc si tu es intéressé par ces différentes thématiques-là, je t'encourage à t'abonner. Je profite également pour te rappeler, si jamais tu es étudiant ou chercheur, nous mettons à ta disposition nos meilleurs spécialistes, quel que soit le domaine qui t'intéresse, pour qu'on puisse t'accompagner. Ça pourrait être pour l'analyse qualitative ou quantitative de tes données, ça pourrait être pour des petites formations, ça pourrait être pour la relecture de ton travail. Bref, tout ce qui t'intéresse, il te suffit simplement de nous écrire à travers notre adresse email qui est dans la description de cette vidéo, ou bien tu peux remplir les liens qui vont permettre à ce qu'on puisse te contacter. Alors, les amis, le premier défi que évoque donc le professeur, c'est la politisation des soins de santé, la politisation toxique des soins de santé. Et il évoque justement le fait que c'est en fait nos choix qui sont guidés par nos préférences politiques. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous entendez par exemple les débats politiques, les débats liés au climat, liés à la vaccination, donc la décision d'une personne par exemple de soutenir ou alors de se faire vacciner va être guidée en fonction de ses préférences par rapport aux politiciens qui est en place et donc qui fait la promotion de la vaccination. Donc, si on a un régime en place qui ne soutient pas l'idéologie de la vaccination, alors les personnes qui le soutiennent ne seront pas promptes à se faire vacciner. Et donc, ça dépend donc du vote, ça dépend donc des préférences politiques pour notre adhésion. Et c'est un point qu'il invoque. Et il évoque justement que c'est dramatique parce que lorsque un sujet de santé devient par exemple un marqueur d'identité politique, ça fait en sorte que le débat va devenir toxique forcément. On ne va plus se reposer sur les faits scientifiques. Ce n'est plus la science qui va guider les actions, mais c'est plutôt notre idéologie, notre préférence politique. Et donc, le fait qu'on ne pourra même plus changer d'avis malgré toutes les preuves qui pourraient être apportées, les preuves, les évidences scientifiques qui pourraient être apportées, ce sera complètement difficile de faire changer la vie des personnes. Et on sait bien que la politique a un effet vraiment persuasif. Et donc, il estime donc que c'est la première, la première menace donc qu'il identifie par rapport à notre environnement de l'information de la santé. Alors, il identifie également la deuxième menace qu'il considère comme étant ce qu'on appelle l'effondrement de la confiance qui est donc alimenté par la désinformation. Et pour évoquer ce sujet-là, il parle par exemple du fait que la désinformation, les fausses informations qui circulent vont véritablement affecter notre confiance. C'est-à-dire que les gens ne pourront plus avoir confiance au système de santé, aux acteurs de santé, tout simplement, parce qu'il y a ce mécanisme-là autodestructeur, comme le professeur le qualifie, c'est-à-dire que il y a une autodestruction. Le manque de confiance va agir sur la désinformation. La désinformation également va agir sur le manque de confiance. Et ce qui va faire en sorte que il y aura beaucoup plus de réticence par rapport aux actions de santé. Et également, la politique a véritablement un rôle à jouer là-dessus. Donc, il identifie également comme troisième menace l'effet redondant que
la désinformation a sur la désinformation. Donc, il évoque justement ce qu'il appelle misinformation lead to misinformation, c'est-à-dire la désinformation sur la désinformation. Ça veut simplement dire que on va partager des mensonges aux gens, on va leur raconter de faux concepts, de fausses théories par rapport à ceux qui luttent contre la désinformation. On va vous dire par exemple que les efforts de lutte contre la désinformation doivent être diabolisés parce que justement, on estime que ceux qui luttent contre la désinformation, c'est des gens qui ne veulent pas qu'il y ait des vérités sur des sujets qui les intéressent. Vous imaginez, il y a ça de plus en plus. Vous savez par exemple que c'est un sujet qui a été beaucoup relayé aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et de son ministre de la Santé, Robert Kennedy. On avait parlé de ça sur cette chaîne-ci où on évoquait justement le fait que ces personnes-là donc diabolisent ceux qui luttent contre la désinformation. Et donc, il y aura par exemple l'annulation des financements de recherche sur la désinformation. On va pas, on va pas poursuivre les initiatives de fact-checking qui étaient entreprises. Il y aura beaucoup plus de stigmatisation des chercheurs qui s'intéressent au phénomène de la désinformation, comme ça a été dans le cas aux États-Unis. Donc là, c'est également un problème lorsque on ne peut pas se dire, ok, ceux qui font de la recherche sur la désinformation, c'est justement pour chercher, pour trouver des preuves irréfutables. Alors, le quatrième sujet qu'il évoque, c'est ce qu'il appelle l'invasion de la fausse science. L'invasion de la fausse science, c'est-à-dire que il estime que notre espace, et à juste titre, que notre espace environnemental et informationnel est beaucoup corrompu et voilà, envahi par ce qu'il appelle la fausse science, c'est-à-dire les revues prédatrices qui vont tout faire pour générer voilà, des articles scientifiques, ce qu'on appelle scientifiques entre guillemets, simplement pour essayer de faire passer une idéologie. On a vu ça justement aux États-Unis avec Robert Kennedy qui voilà, faisait la promotion donc des entre guillemets fausses revues pour que ces revues-là puissent donner des idées qui vont justement dans le sens qu'ils prônent quoi. Donc l'exemple Kennedy c'est donc le très bon exemple pour montrer cet exemple de la fausse science que le professeur évoque. Donc le cinquième, les amis, on va aller rapidement pour ne pas prendre, pour que la vidéo ne prenne pas plus de 10 minutes. Le cinquième, justement, c'est le faux équilibre généralisé, ce qu'il appelle le faux équilibre généralisé, qui considère donc comme la fausse, comme la, voilà, la cinquième menace, c'est-à-dire que on va transformer notre environnement informationnel en ce qu'il appelle une énorme machine de faux équilibre. C'est-à-dire qu'il y aura un mécanisme pervers qui va s'appliquer, on aura des idées marginales et démenties qui sont systématiquement présentées comme ayant le même poids que des décennies de recherche rigoureuses. C'est justement ce qu'il appelle dans le faux équilibre. Parce que il y a des recherches qui ont été faites par le passé et voilà, on va remettre tout cela à la touche simplement pour essayer de conforter des idées qui véritablement ne sont pas fondées. Donc, ça, c'est donc le faux équilibre généralisé, mettre sur la même balance des choses qui ne doivent même pas être comparables. On ne va pas remettre des décennies de recherches qui ont été faites et voilà, et comparer cela à une nouvelle recherche qui est faite. Donc, il faut véritablement que les réseaux sociaux, les politiciens puissent prendre cela en considération de ne pas tomber dans l'erreur du faux équilibre généralisé. Donc, la sixième menace qu'il évoque, c'est ce qu'on appelle demonization of scientific consensus, la diabolisation du consensus scientifique. Alors, qu'est-ce que ça traduit essentiellement? C'est que on va essayer de dire, ok, il ne faudrait pas que les scientifiques puissent avoir du consensus parce que, voilà, les gens ne s'entendent pas par rapport au climat, par rapport à la vaccination, par rapport voilà, à ces différents sujets imminents en santé publique. Et étant donné que les gens ne s'entendent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance à reposer en la science, alors que c'est pas vrai, ok, parce que c'est manipulé en fait par les élites secrètes qui veulent voilà faire croire que voilà on va remettre en question la science parce qu'il y a des désaccords entre guillemets entre les chercheurs. Ce qu'il faut savoir déjà c'est que il faut reconnaître que c'est normal qu'il y ait des débats entre les chercheurs, ok, il faut reconnaître que il y ait des contradictions par rapport à des arguments, mais il faudrait que ces contradictions là soient soutenues par de la vraie science, pas de la science politisée. C'est ça la nuance qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ce genre de discours-là. Donc, et il faut reconnaître également que les communautés scientifiques et les politiques ne sont pas souvent promptes à intégrer les nouvelles découvertes qui ont été faites par la science. Donc, ça, c'est une menace et je pense qu'elle est
il a raison de mentionner cela. La septième menace qu'il identifie, c'est ce qu'on appelle les campagnes de diffamation. Les campagnes de diffamation, c'est justement pour semer le doute, pour faire taire ceux qui énoncent des idées contraires à l'ordre établi. Donc, c'est la stratégie du silence pour chasser les experts du domaine du débat public, pour donner plutôt la place à ceux véritablement qui n'ont pas qualité pour être là. Donc, c'est véritablement un véritable problème. La huitième menace qu'il évoque, c'est ce qu'il appelle le règne de la peur, ce qu'on appelle fiédémique. Il appelle cela dans son article fiédémique, pour dire la peur démique, pour dire que il y a véritablement cette stratégie-là qui va consister à faciliter la propagation de la désinformation pour faire peur aux gens. Okay? Et lorsque les gens ont peur, ils sont beaucoup plus susceptibles de croire des affirmations qui sont fausses, parce que justement on va faire appel à leurs émotions, à leur indignation. Donc ça, c'est un véritable problème. La neuvième menace qu'il évoque, c'est le problème ou alors le phénomène, si on peut l'appeler comme ça, de l'intelligence artificielle, qui va accélérer, entre guillemets, le chaos. Comme il évoque dans son article, c'est justement qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour générer de plus en plus du contenu, cibler de façon personnalisée les gens, faire un contenu qui soit beaucoup plus convaincant, et en utilisant, en manipulant les émotions des personnes. Donc, et là, c'est véritablement l'enjeu actuellement autour de la désinformation. La dixième menace qu'il évoque, pour ne pas prendre beaucoup plus de temps pour cette vidéo, c'est le problème de l'inaction politique face à l'urgence. C'est-à-dire que il y a des progrès scientifiques qui sont mis en place, mais il y a un recul politique. C'est-à-dire les recherches vont progresser, mais on va comprendre bien quels sont les mécanismes de désinformation, comment est-ce qu'on va contrôler ces mesures. Je vous ai parlé dans cette chaîne YouTube de plusieurs découvertes qui sont faites sur comment est-ce qu'on peut mieux lutter contre la désinformation, quelles sont les nouvelles approches. Récemment, par exemple, on a parlé de cette tactique qui consiste à dire, voilà, les fausses informations ciblent beaucoup plus les personnes en publiant des messages très longs, parce que les gens, de façon psychologique, vont beaucoup plus donner de l'attention et de la crédibilité à un message qui est bien structuré, qui est assez long. Et donc, ça, ce sont des découvertes qui sont faites autour de la désinformation, et donc qui doivent faire en sorte qu'on puisse baser nos politiques, nos stratégies sur ce genre d'évidence-là. Mais s'il y a un recul, c'est véritablement un problème qu'il faut décrire. Donc, ce qu'il faudrait donc faire, c'est un effort coordonné entre les différents secteurs, que ce soit les décideurs, que ce soit les chercheurs, que ce soit les praticiens, que ce soit les éducateurs, que ce soit tout simplement la société civile avec les citoyens. Il faut véritablement prendre cette problématique à bras le corps, parce que, comme je vous l'ai évoqué également dans une précédente vidéo, la désinformation est considérée comme étant le troisième problème majeur que notre monde rencontre. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous, les amis. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo également si vous trouvez qu'elle puisse intéresser d'autres personnes. Partagez dans vos forums WhatsApp, Facebook et tout, parce que il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de sujet. Donc, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Également, de nous écrire à travers notre adresse email si vous êtes intéressé par nos offres, analyse qualitative et quantitative. Nous mettons à votre disposition un de nos meilleurs spécialistes pour vous accompagner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.